Vous avez vu les vedettes de la soirée, donc vous les avez applaudis. Bonsoir à tous, bienvenue à l'ouverture de cette rétrospective consacrée à Agnès Varda. Pardon de vous avoir fait attendre quelques minutes, mais Agnès attend cette rétrospective depuis 1994. Donc on pouvait attendre 5 minutes de plus. La dernière fois, je crois que c'était Dominique Pailly qui l'avait organisé, il est là d'ailleurs, Dominique, dans la salle, au Palais de Chaillot, au Trocadéro. Donc, vous allez voir Santoine-Illois. Santoine-Illois sera précédé d'un petit film, d'un bonus de 4 minutes. Ah, tu le présenteras, mais je dis qu'il est là quand même. Hein, voilà, que Agnès a choisi. Et puis, je voudrais faire quelques remerciements au ministère de la Culture et du CNC, qui sont la tutelle de la Cinémathèque française, les grands mécènes de la Cinémathèque, la Fondation Gann pour le cinéma, Vivendi et Pathé, et puis des remerciements particuliers, parce que cette rétrospective s'est faite évidemment en collaboration avec Ciné Tamaris, et donc avec Agnès Varda et Rosalie Varda, ainsi que toute l'équipe de Ciné Tamaris, et je remercie particulièrement Cécilia Rose. Nous remercions aussi notre partenaire ambassadeur et Renault-Nissan Mitsubishi, les champagnes. Normalement, on rigole plus fort quand je dis ça. Voilà. Les champagnes Piper Heidsieck pour leur aimable participation. Le programme. Agnès va être avec nous à peu près 15 jours. On a un peu usé et abusé, voilà, elle lève les yeux au ciel, mais bon. Donc ça commence ce soir, ça se continuera dès vendredi, c'est-à-dire après-demain à 19h ici en salle Langlois pour le bonheur. Et puis dimanche 20 janvier à 14h30, il y aura la projection des glaneurs et la glaneuse qui sera suivie, Agnès n'aime pas qu'on dise masterclass, donc qui sera suivie d'une conversation, d'une énième conversation, mais vous n'avez pas assisté à toutes, entre elle et moi. Donc ça sera dimanche à 14h30, et puis elle viendra présenter le 23 janvier à 19h, L'une chante, l'autre part et Réponse de femmes, le 24 janvier à 20h, Murmure et Black Panthers, le samedi 26 janvier, Les 101 nuits. Tu étais au courant de ce programme, oui. Dimanche 27 janvier, Visage Village et les 3 boutons. Et enfin, toujours le 27 janvier à 19h15, Agnès viendra présenter Jane B, vue par Agnès V. Avec Jane. Merci Agnès, et donc on retrouvera avec grand plaisir Jane Birkin. Il y a beaucoup d'amis dans la salle, beaucoup de collaborateurs d'Agnès, donc il y a des grands flux d'amour et d'affection qui nous submergent un peu, mais il faut dire les choses. Parce qu'en fait, bien sûr qu'on l'aime, mais c'est pas que pour ça qu'on le fait. Parce que l'amour ne suffirait pas exactement. Si on a décidé de faire cette intégrale, de tout montrer, des films d'Agnès Varda, c'est parce que c'est une cinéaste extrêmement particulière, et vous le savez tous, qui a en particulier une capacité de déplacement, une capacité de voyager, que beaucoup lui envient, et elle est presque, de ce point de vue-là, un exemple unique en son genre. C'est-à-dire que, comme l'écrit très bien mon camarade, il est là aussi, Serge Kalansky, dans notre programme, l'œuvre de Varda est protéiforme, on y trouve de la fiction et du documentaire, et elle ne fait pas toujours la distinction très nette, et c'est très bien comme ça entre les deux. On y trouve absolument tous les formats, des films très longs, des séries, des films très courts également. Et donc, on peut se promener dans cette œuvre en trouvant beaucoup de choses qui souvent n'entrent pas dans le champ du cinéma et des autres cinéastes. Et donc, cette capacité de déplacement, de changement, a fait que suivre une rétrospective Agnès Varda, passer 15 jours avec elle, comme on vous le propose, c'est finalement assister à différentes vies de cinéastes. Car Agnès, comme les chats, a eu beaucoup de vies
de cinéastes. Peut-être que la dernière a commencé à l'orée des années 2000 avec Les Glaneurs et La Glaneuse, et puis avec ton travail de plasticienne, puisque tu es devenue une jeune plasticienne à 70 ans, ce qui n'est pas non plus donné absolument à tout le monde. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans ce parcours, on trouve des films, alors parfois tu nous le reproches, tu nous dis vous montrez tout le temps Cléo de 5 à 7 et vous ne montrez pas les autres. C'est vrai qu'on montre à la Cinémathèque sans arrêt Cléo de 5 à 7. Pour une raison simple, c'est que c'est un film parfait. Je ne suis pas sûr qu'on le savait et qu'on le disait à l'époque d'ailleurs. Mais maintenant le monde entier le sait. Cléo de 57 est un film parfait et c'est un film comme rarement. L'art du mélange au cinéma, le grand art des mélanges a été effectué. C'est-à-dire que c'est un film qui est censé se passer en temps réel, vous le savez, qui a donc un aspect documentaire sur une femme et les rues de Paris, et qui en même temps a des bouffées de surréalisme, littéralement, comme on n'en trouve jamais dans le cinéma français de l'époque. Et Cléo, c'est vrai, après La Pointe Courte, dès son deuxième long métrage, Agnès a fait un pur chef-d'œuvre. Mais évidemment, ça l'a obligé à continuer, à changer, à continuer à se déplacer. Et quand on voit le film suivant qui s'appelle Le Bonheur, on se dit mais quel culot d'écrire un aussi beau film, de le peindre, parce que Le Bonheur est peut-être un des films les plus ouvertement plastiques, un des plus ouvertement picturaux d'Agnès Varda, mais il faut quand même voir ce que ça raconte, Le Bonheur. Et là, on se dit, elle a littéralement un culot d'acier sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur le couple, sur les illusions amoureuses. Le Bonheur, film de 1964, on se dit, oh là là, mais il fallait vraiment oser. Et Agnès Varda, pendant toute sa carrière, pendant tous ses films, a eu ce grand art que j'appelle l'art de la relance, c'est-à-dire toujours se relancer avec un projet nouveau. Et alors que souvent les cinéastes, et c'est bien normal, les artistes, préfèrent l'effet de signature, c'est-à-dire préfèrent qu'on les reconnaisse comme ça, au premier regard, dès la première image d'un film, il y a chez Agnès exactement l'inverse. C'est-à-dire conquérir des nouveaux territoires, brouiller les pistes, et tous les 10 ans, on s'aperçoit que la machine recommence. Donc il y a eu un autre film très important de ce point de vue-là, j'espère que vous l'avez vu, c'est L'une chante, l'autre pas, qui raconte vraiment, là on est du côté du roman, ma chère Agnès, c'est l'Agnès Varda romanesque qui raconte le destin de 2 femmes, mais là encore, on la reconnaît, c'est qu'il y a toujours chez elle une extension du domaine du cinéma. C'est-à-dire que, peu comme elle, se sont intéressés non seulement à la politique, à la société de leur époque, mais aussi à l'art, aux arts plastiques, ont eu cette acuité de regarder ce qui se passait ailleurs qu'au cinéma. Et de ce point de vue-là, Antoine Vitesse disait il faut faire théâtre de tout, Picasso disait il faut faire peinture de tout. Toi, Agnès, tu as fait pendant toutes ces années-là cinéma de tout. Et c'est ça que montre cette rétrospective, c'est cette capacité à faire œuvre, à faire cinéma de tout. Et évidemment, si tu y arrives, et j'arrive à des choses, disons, un peu plus personnelles, c'est qu'il y a un appétit chez toi de l'autre, vraiment, un appétit réel, un appétit de la rencontre, un intérêt pour les gens qui font tout à fait autre chose que toi, et qui peuvent tout d'un coup devenir prétexte, non seulement à une belle rencontre, mais aussi à un beau film. Et ça aussi, c'est une énorme qualité, évidemment, pour une artiste, pour une cinéaste, et tu n'en es pas dépourvu. Et puis enfin, une rétrospective, et j'en dis un mot quand même, c'est aussi l'occasion de voir... Pardon. C'est aussi l'occasion de voir les films qui n'ont pas marché. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu avais fait, dans ton œuvre de plasticienne, une très belle cabane de l'échec, avec de la pellicule 35 mm, d'un de tes films que pas grand monde n'a vu, c'est vrai, qui s'appelle Les Créatures. Nous allons le montrer pendant cette rétrospective, comme nous allons montrer un autre film
qui en son temps n'avait certainement pas eu le succès qu'il méritait, c'est Les 101 nuits. Mais il y a eu aussi, entre Agnès et le public, entre les spectateurs, des moments où justement ça n'adhérait plus. Et puis il y a eu le moment où tu es devenu ton propre personnage. Et ça, c'est pas ce soir, c'est pas le film de ce soir, c'est pas Antoine Hillois, c'est Les glaneurs et la glaneuse. C'est-à-dire qu'on voyait Hitchcock et sa silhouette, disons, rondouillarde, traverser ces films, mais à un moment, tu es devenu notre envoyé spécial dans le champ, dans le plan. C'est-à-dire que si on s'identifie à quelqu'un dans Les glaneurs et la glaneuse, finalement c'est à toi. On s'identifie à toi, tu es le représentant des spectateurs, et ça a été le début d'une nouvelle vie, encore une, de cinéaste, d'une nouvelle réinvention. T'inquiète pas, je te passe la parole. Un dernier mot, avant de passer la parole à Agnès Varda et Sandrine Bonner, sur le film de ce soir. Là encore, Antoine Hillois, film parfait, film de la réinvention, film dur, film âpre, peut-être un des plus durs que tu as fait, film non seulement sur une femme, sur les routes, à la rue, mais film profondément sur la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire la solitude et qu'est-ce que ça veut dire le sentiment d'avoir la mort qui rôde autour de soi. Et pour ce film-là, et je sais que beaucoup vont le découvrir ce soir, donc je ne vous en dirai pas plus, mais tu avais trouvé, tu nous en diras peut-être un mot, un dispositif cinématographique qui était totalement inédit pour toi, que tu n'avais jamais utilisé. Et donc tu avais inventé pour Antoine Hillois, avec Sandrine, avec toute l'équipe qui est ici ce soir, encore une nouvelle écriture. Donc vous allez voir Antoine Hillois, je suis à bout de souffle, et je voudrais te dire que, en plus de tout ça, évidemment, si on fait cette rétrospective, et si on a tant de plaisir à la faire, c'est qu'on t'aime beaucoup, et depuis longtemps. Merci de cet accueil, merci de ce petit speech sur moi, sur mon travail. Mais évidemment, je suis contente qu'il y ait une rétrospective. Tu as raison, les films qui ont marché, les films qui n'ont pas marché. Et il y a un côté de dire, c'est honnête, des films courts, des films bizarres, des séries. Bon, il y en a qui viendront en voir quelques-uns. C'est vrai qu'on a commencé avec ce film, qui est d'ailleurs le seul de mes films qui est très bien marché, c'est fait plaisir. Pourtant, c'est un film. Et je voulais dire, ils se sont annoncés, je ne sais pas s'ils sont tous venus, mais pensez que j'ai fait un film en 85 et qu'une grande partie de l'équipe qui a travaillé, Patrick Blossier à l'image, Ugel au son, Uri Wittstein à la régie. Alors, un des assistants formidables, Jacques Royer, Rosalie qui avait fait les costumes, Patricia Mazui qui a travaillé au montage, de penser que 30 ans après, ils ont envie de revoir ce film et d'être ensemble me fait plaisir. Et évidemment, la merveille, c'est que Sandrine Bonner est là. Viens donc. Elle n'avait pas 20 ans. Elle n'était pas majeure, elle est venue avec son papa. Et ensuite, elle a eu 18 ans pendant le tournage. C'est vous dire qu'elle était douée. Elle était douée dès le début. Et que je ne pouvais pas imaginer quelqu'un de plus totalement le personnage. Je n'ai pas fait de casting. J'avais vu le film qu'elle avait avec Piala. Je lui ai dit c'est elle est venue, c'est elle qui a fait le film. Donc je la remercie non seulement d'être là, mais d'avoir fait ce film, d'avoir été tellement dans mon projet qu'on n'avait pas tellement d'explications à se faire. Et merci Sandrine.
Mais je suis très émue d'être là ce soir. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même vrai. D'autant que, effectivement, j'ai le souvenir de cette première rencontre dans ta cuisine. Quand elle m'a proposé le rôle, elle m'a dit, voilà, c'est une femme qui ne dit jamais merci, qui pue et qui dit merde à tout le monde. Donc voilà, en 3 mots, c'était la description du personnage et je trouvais ça suffisant pour, entre guillemets, interpréter le rôle. Et effectivement, quand tu dis qu'il n'y avait pas d'explication entre nous, c'est que ça a été une vraie rencontre. On a été dans l'aventure de ce film. On l'a fait passionnément, fougueusement et difficilement aussi parce qu'on avait froid. Enfin, les conditions de tournage n'étaient pas toujours faciles. Mais ce qui m'émeut beaucoup, c'est que je pense que sans Antoine Éloy, peut-être, je ne sais pas si j'aurais perduré. Je dis toujours que Piala m'a fait naître, mais Varda m'a fait exister. Et voilà, sans Antoine Éloy est le film qui m'a réellement confirmé dans le métier. Et je n'oublierai jamais ça. Voilà, je te dois rien, hein, on est bien d'accord. Mais des rôles comme ça, il y en a peu, surtout à l'époque. Il y avait très peu de femmes qui déjà qui étaient dans la rue, et puis surtout on n'en parlait pas. Donc je pense que c'est aussi les raisons pour lesquelles ce film a marqué les gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que c'était tout nouveau, alors qu'il y avait déjà des vagabonds, des routards. C'était tout nouveau que les femmes prennent la route. Ça m'avait impressionné. Et donc, tu as représenté cette nouvelle série de femmes qui voulaient la liberté, quitte à ce que ce soit dur de faire, et que maintenant, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que ce film-là, on va le montrer dans cette merveilleuse projection de la Cinémathèque. Et qu'on ouvre le bal, si j'ose dire, toi et moi, et avec un public qui a l'air chaleureux. Donc merci à tous, merci à toi, merci à Frédéric, et à Paini qui m'avait fait la première rétrospective en 94. J'avais déjà 40 ans de cinéma dans le dos, et là c'est 25 ans en plus. À bientôt, au revoir, merci.